voilà, nous sommes toujours très, très heureux de vous revoir régulièrement, donc tous les 2 mois. Pour donc cette 9e édition, il nous a paru vraiment intéressant d'inviter Jean-Christophe Augier, qui est donc alors, rédacteur en chef, journaliste responsable de la rubrique bande dessinée à France Info, qui est donc une rubrique que j'écoute tous les dimanches. C'est toi. Et que j'écoute jusqu'à 6 fois par dimanche. Exact, même, parce que c'est diffusé, c'est France Info, vous savez, on se répète. Voilà. Et je pense que c'était vraiment intéressant que pour cette fois-ci on puisse rencontrer un journaliste qui est aussi bien sûr responsable donc qui est patron des journalistes de bande dessinée. Voilà, donc, patron, c'est un libraire qui dit, chez nous on dit président d'une association. Voilà, président, moi aussi je suis président alors. Voilà, et parce que aujourd'hui, la médiatisation autour de la bande dessinée, c'est quelque chose de majeur, de très important. Des services, les éditeurs consacrent aussi un service pour faire connaître la bande dessinée et donc s'adresse principalement, surtout aux journalistes. Tous les mois, quand nous rencontrons nos éditeurs, donc nos représentants, il y a toujours une page où ils nous indiquent que tous les médias qui vont parler de telle ou telle bande dessinée. C'est vous dire un petit peu l'enjeu de la médiatisation de la bande dessinée. Et voilà, donc c'est pour ça qu'il nous a paru important de rencontrer Jean-Christophe aujourd'hui. D'autant qu'il fait aussi partie du jury d'Angoulême et que la semaine prochaine s'ouvre encore une nouvelle édition d'Angoulême. Il y a 1 an, on avait reçu donc Benoît Mouchard, qui est le directeur artistique d'Angoulême. Hein, c'était d'ailleurs fort intéressant. Et surtout que cette année, c'est Spiegelman qui est donc le président de cette 39e édition. Et que je dirais que Maos a quand même eu un retentissement important dans la mesure où il a reçu le prix Pulitzer, qui a un lien vraiment important avec le journaliste, puisque à l'origine c'était un prix remis à une action, ou en tout cas à un article ou une action auprès d'un journaliste. Et voilà. Ce n'est pas d'ailleurs la seule récompense que Maos a reçue. J'ai travaillé dessus hier. Bien sûr, bien sûr. Et c'est pour ça que ma science n'est pas toute récente, mais elle est rafraîchie. Ma mémoire a été rafraîchie parce que j'ai travaillé hier en vue de mes chroniques à venir sur France Info. Et je redécouvrais que Maos avait même eu, les 2 albums ont eu un prix à Angoulême. Et pas qu'à Angoulême, il y a même eu un prix dans un prestigieux festival italien qui était sur le travail sur Maos en train de se faire. Pour vous dire que dès que le travail était déjà en gestation, on sentait déjà l'importance du travail de Art Spiegelman en la matière. Oui, tout ça est... Je peux même dire pourquoi j'ai accepté de venir dans ce cas-là. D'abord parce que ça me... effectivement, sur tout ce que vient de dire Marc est important. Et pose bien des questions sur comment fonctionne le rapport du public à la bande dessinée. Et vous êtes, vous, des vecteurs importants de ce rapport, comme les libraires et comme les journalistes. Et d'autant plus aujourd'hui, alors je vais peut-être répéter des choses que vous avez entendues les fois précédentes, et notamment avec Benoît Mouchard, sur par exemple le nombre de bandes dessinées qui sortent chaque année. On a fait les comptes cette année encore, et en 2011 on est à peu près à plus de 5000 nouveautés dans l'année, 3600 vraies nouveautés on va dire, plus des rééditions, des remises en forme de titres plus anciens.
pour continuer à faire vivre le fonds de manière rénovée, on va dire plus moderne. Mais alors, on en parlait juste avant d'ouvrir cette séquence. Normalement, on est juré à Angoulême qu'une seule fois dans sa vie. M'a-t-on dit, en tout cas c'est ce qu'on m'a dit la première fois. Donc c'est très flatteur à la fois, et puis il faut profiter. On se dit c'est un moment unique. Hein, voilà. Et je le fus lors de la présidence d'André Juillard, grand dessinateur et grand auteur de bande dessinée, qui était donc, le principe c'est que le président, celui qui est élu Grand Prix de la ville, est président l'année suivante. Donc sous la présidence d'André Juillard, j'ai participé à ce jury. Je ne suis pas très fier de ce qu'on avait fait a posteriori, donc vous allez vous irez regarder tout ça, parce que je ne veux pas être dire des méchancetés sur les auteurs qui avaient été primés à l'époque, mais il me semble que nous étions quand même passés à côté de choses qui, aujourd'hui, avec le recul, ont beaucoup plus marqué l'histoire de la bande dessinée contemporaine que les albums, certes, non dénués de talent et de qualité, que nous avions primés. Cette année-là, par exemple, c'était le premier tome, en voilà une nouveauté, réédition, c'était le premier tome de l'Ascension du Haut Mal de David B. Et nous ne lui avons pas donné le prix de meilleur album de l'année. On l'avait attribué à Dumonteil pour l'Idiot, c'est ça, hein, l'Idiot. En l'occurrence, Dumonteil a eu du mal à s'en remettre. Pendant longtemps, il a eu du mal à accepter, à assumer d'avoir eu le prix du meilleur album. Et il avait eu un grand passage à vide. Tout ça pour vous dire que c'est à l'époque, il y a donc quoi, une quinzaine d'années sans doute, je sais pas, ma mémoire est assez faible, nous avions, nous, jury d'Angoulême. Traditionnellement, il y a un ou deux journalistes, un ou deux auteurs, un ou deux libraires, une bibliothèque, une, je dis, parce que c'est souvent une, s'il y a des messieurs ici, oui. En l'occurrence, il y avait aussi à l'époque un people, parce qu'il cherchait à... On revient aussi à la médiatisation. Il y avait toujours un people. Mais en tout état de cause, il y avait 5 ou 600 bandes dessinées qui paraissaient dans l'année. Et bon an, mal an, au moins les libraires et les journalistes arrivaient à tout lire. Et bon, ça fait un peu moins de 2 bandes dessinées par jour. Ça permet de lire aussi autre chose, des journaux, des romans, des essais. Mais ça permet de lire de la bande dessinée de manière, je crois, sérieuse. Depuis, on est aujourd'hui sur les chiffres de 2011, donc je le disais, un peu plus de 5000 bandes dessinées dans l'année, donc 3600 vraies nouveautés. Je confesse, sans culpabilité aucune, ne lire toujours que 600 à 650 bandes dessinées dans l'année. Je n'ai jamais réussi à dépasser mon seuil de mon quota. J'ai autre chose à faire, d'abord, d'autant plus qu'on ne l'a peut-être pas tout à fait perçu dans la manière dont tu as, justement, sans dire de bêtises, présenté de manière lapidaire mon parcours. Mais certes, je tiens une chronique hebdomadaire sur la bande dessinée à France Info, mais je ne suis pas payé pour ça. Il ne faut pas non plus rêver. Ce n'est pas mon métier. Mon vrai métier, c'est d'être rédacteur en chef, d'avoir pendant des années présenté les informations dans des radios locales, puis pendant une dizaine d'années sur France Culture, puis d'être devenu rédacteur en chef à France Info, puis d'être devenu directeur de la rédaction à France Info, puis d'être devenu directeur adjoint de France Info. Donc il y a beaucoup de choses. Depuis, je ne suis plus à France Info, à part pour la bande dessinée. Je suis dans une structure qui s'appelle le SGI, c'est très stalinien, Secrétariat Général de l'Information. C'est en fait tout ce qui touche au partage des moyens tout ce qui est transversal à Radio France. Radio France est une grande maison, donc toutes les rédactions, c'est une petite parenthèse, France Inter, France Culture, France Musique, France Info, les radios locales, FIP, tout ce qui concerne les journalistes de toutes ces rédactions, avec des moyens partagés, des réflexions communes, c'est une grande part de mon travail. Et pour tout vous dire, aujourd'hui, mes journées sont très très lourdement chargées de temps de parole politique pour les campagnes électorales, par exemple. Voilà. Donc,
quand j'ai un moment, et en l'occurrence le soir, une fois que l'après-midi se termine, et en général le vendredi soir, je me mets à écrire ma chronique hebdomadaire sur la bande dessinée. Pour autant, c'est une très grande liberté que j'ai, puisque la bande dessinée n'est pas un enjeu dans une rédaction. Contrairement au livre, littérature, contrairement au cinéma. Donc je suis particulièrement libre de faire ce que je veux. J'adapte évidemment le contenu de ma chronique à, et ça c'est mon devoir de journaliste, au support qui est le mien, en l'occurrence là, France Info, c'est-à-dire une chaîne d'information continue qui s'adresse à un très large public, même si on sait que c'est un peu CSP+, c'est-à-dire une catégorie socio-professionnelle plutôt aisée, plutôt éduquée, avec des diplômes et des professions en adéquation. Mais j'essaie d'être très large, d'aller des albums grand public, je vais parler du dernier Largo Winch, par exemple, jusqu'à des choses beaucoup plus pointues. Je confesse, ça va se retrouver à un moment donné sur une vidéo, donc c'est grave de confesser des choses, mais je ne sais pas faire autrement qu'être très honnête. Je confesse être un peu moins pointu depuis 2-3 ans que je ne l'ai été. Pendant des années, je parlais assez régulièrement, par exemple, de productions comme celle du Frémoc. À l'époque, c'était même Amok et Fréon. Hein, donc des choses très, je dirais, de la bande dessinée expérimentale. Où même les lecteurs de bande dessinée ne sont pas forcément les plus à l'aise quand ils se saisissent de ce genre d'ouvrage, mais qui me semblait particulièrement intéressant. Je le fais encore un peu, je n'hésite pas à aller sur des sentiers un peu difficiles. Pour autant, j'oublie pas d'être assez grand public, parce que je crois que nous avons, et je reviens à cette thématique que nous ouvrions tout à l'heure, nous avons un devoir, vraiment je crois, et encore plus sur service public, je crois, un devoir de prescripteur. Surtout moi qui, avec ma petite chronique de 2 minutes, parce que nous parlons là d'une chronique de 2 minutes, multidiffusée certes, mais de 2 minutes, hebdomadaire, contrairement au cinéma qui a une chronique quotidienne, le livre 3 fois par jour, le livre littérature, alors ça j'entends. Avec ma petite chronique de 2 minutes, je suis le borgne roi au pays des aveugles, puisque dans le paysage audiovisuel, en tout cas français, on court après les articles et les moments consacrés à la bande dessinée. Il n'y a aujourd'hui qu'une émission de télé consacrée à la bande dessinée, et elle est sur Public Sénat. Ce n'est pas faire offense à Public Sénat que de dire que c'est une niche confidentielle. Il n'y a rien sur France 2, rien sur France 3, rien sur France 5, chaîne de la culture et de la connaissance. Rien. Et ce n'est pas faute d'avoir, moi et bien d'autres, et des gens sans doute beaucoup plus talentueux que moi, ce n'est pas faute d'avoir monté des projets, d'avoir proposé des choses. On a fait plein de pilotes d'émissions, il y a des tas de gens. Ça pose une vraie question sur la place de la bande dessinée dans notre société. C'est très paradoxal. On disait tout à l'heure plus de 5000 nouveautés par an. On peut ajouter 32 millions d'albums vendus en 2011 en France. 32 millions, ce n'est pas rien, dans un pays de 65 millions d'habitants. Peu de sociologie de la lecture ne fait pas de mal à la bibliothécaire. Donc ça veut dire que le public existe, les bases culturelles sont là. Nous sommes l'un des pays, rappelons-le, qui a inventé la bande dessinée. Je dis que nous sommes parce que, certes, on va revenir à Töpfer pour la Suisse, on va aller du côté de l'Allemagne, on n'oubliera surtout pas les États-Unis. Donc, la bande dessinée est née il y a un peu plus d'1 siècle, en même temps que le cinéma.
La Belgique, oui, la Belgique. Non, parce qu'on va se faire discuter là. On va y venir après. D'accord. Toujours est-il que, en un siècle, le cinéma, pour des raisons qui tiennent à la fois à l'économie du cinéma, économie, j'entends gros sous, du cinéma, les enjeux sont très importants pour le cinéma. C'est un film fabriqué, j'allais dire, c'est presque l'économie de toute la bande dessinée dans un an. Attendez, l'autre jour on m'a donné une comparaison formidable. L'ensemble de l'édition bande dessinée, c'est Darty. Voilà, en termes de chiffre d'affaires, Le chiffre d'affaires d'un grand hyper Voilà. en France. Donc, on parle de quelque chose qui, à nos yeux, est très important, et qu'il l'est. Et qu'il l'est en termes de création, qu'il l'est en termes de vitalité. Benoît Bouchard a dû je vais même citer, parce que je suis à peu près sûr qu'il l'a dit sans l'avoir entendu, nous vivons un nouvel âge d'or de la bande dessinée. N'a-t-il pas dit ça? Il l'a dit. Donc je le répète après lui. Oui, nous vivons un nouvel âge d'or de la bande dessinée avec une créativité vraiment... Alors là, c'est peut-être un peu, je prêche pour ma paroisse, à nul autre pareil en matière artistique aujourd'hui dans ce pays. C'est incroyable. Tous les jours, j'ouvre des livres, des styles, des propos, de force inouïe. Ce matin, j'ai encore lu Pablo, qui vient d'arriver, qui sera mis en vente le 18, là, de Julie Birman et Clément Aubrerie, fort sympathique. Hier soir, j'ai lu le très coquin La Lionne de Laureline Matussi et un gars que je ne connaissais pas, qui est apparemment un rocker qui s'appelle Steph S. C'est ça, Sol S, qui sortent La Lionne chez Très Étrange, que je vous conseille aussi. Et vraiment, il y a vous avez vu, j'ai cité 2 filles. 2 filles. Ce qui veut dire que nous avons là aussi des lignes qui bougent, comme dans les bibliothèques qui se masculinisent. Et bien la bande dessinée, fort heureusement, est en train de se féminiser. Toujours est-il que, malgré cette richesse, malgré cet âge d'or, j'ai un peu de suite dans les idées, la médiatisation de la bande dessinée reste très difficile. Très difficile. Conséquence, alors pourquoi? Je pense que la bande dessinée souffre d'un péché originel. Elle est née en même temps que le cinéma, mais le cinéma s'est adressé tout de suite au monde des adultes. La bande dessinée s'est adressée d'abord au monde des enfants, de l'enfance. Et elle ne s'en est jamais remise. Franchement, c'est-à-dire qu'on peut considérer que ça existe, mais que, allez, c'est pour les petits. Je ne vous ferai pas l'offense de vous dire que tout ça a bien changé depuis bien longtemps, que les années 60 sont passées par là, que la bande dessinée est devenue adulte en même temps que les auteurs de bande dessinée se sont saisis de tous les thèmes qui étaient les thèmes de la société. Nous allons d'ailleurs arriver à autre chose qui est ce que je porte particulièrement depuis 18 ans, le prix France Info de la bande dessinée d'actualité de reportage. Mais en l'occurrence, ce péché originel, ce rapport à l'enfance, essentiel. Je ne suis pas là pour dire « Oh là là, la bande dessinée pour enfants, c'est pas bien, c'est formidable ». Et là aussi, avec une richesse incroyable de création, mais un problème, la médiatisation. Ça donne quoi? Ça donne que le rapport au lecteur. Les lecteurs ont besoin de côtoyer les créateurs et la création, ont besoin de connaître, de comprendre. C'est pour ça, je crois qu'en France, en tout cas c'est mon explication, qu'il y a autant de rendez-vous autour de la bande dessinée, de festivals, de conventions, de rencontres. Autant. Il n'y a pas une semaine pratiquement sans qu'il y ait quelque part en France un rendez-vous autour de la bande dessinée. Quelques rendez-vous dominent. Angoulême, on en a dit 2 mots. Angoulême est le rendez-vous mondial de la bande dessinée. Vous avez des grands rendez-vous régionaux, Saint-Malo, Blois, Chambéry, Amiens, quelques autres, il ne faudrait pas les oublier, Aix qui est en train de grandir, Soliès qui a un beau... Et puis des tas de petits rendez-vous. Et comme les auteurs eux-mêmes n'ont pas, contrairement au cinéma, ou contrairement à la littérature, le sentiment d'appartenir à une élite sur un piédestal, puisque ce n'est que de la bande dessinée, leur répéteront toute la journée, ils acceptent d'aller à la rencontre du public, souvent dans des situations même inconfortables, très simples, et pour les plus grands. Je vois encore, moi, des stars mondiales
aller à la rencontre du public avec une simplicité désarmante. Donc ça, les festivals. Deuxièmement, les libraires et notamment les librairies spécialisées. Pourquoi? Parce que quand vous avez 3600 vraies nouveautés, 5000 albums nouveaux dans l'année, désormais quand un lecteur entre dans une librairie, il est plus désemparé qu'autre chose. Il y avait un très bon dessin, je crois, dans la série Animal Lecteur qui prend un libraire comme le métier de libraire je dirais, comme thème récurrent, où on voyait 1970, un lecteur qui rentre dans une librairie où il y a allez, quelques dizaines de bouquins, pas plus, sur les murs. Et qui a envie de tout acheter. Et c'est vrai, et qui achetait tout. Et qui rentre et qui dit au libraire, qu'est-ce qu'il y a de bien aujourd'hui? Oh là, plein de choses. Et pouf, 2011, le gars il rentre, il y en a sur tous les murs, ça déborde de tous les endroits. Il n'y a plus rien de bien, hein, vraiment. C'est le paradoxe, mais ce paradoxe, il se vit, j'en suis sûr aussi, c'est une grande part de votre travail à vous aussi, qui est de faire émerger de cette notion non seulement de conseil, mais de mise en scène de la proposition de découverte. Et en l'occurrence, aujourd'hui, pour ça, le métier de libraire spécialisé est essentiel. Essentiel. Parce que maintenant, quand on rentre dans, je n'ai rien contre les grandes surfaces, culturelles notamment, mais quand on rentre livré à soi-même dans un tel espace, il n'est plus vraiment possible de faire des découvertes. D'où un comportement de consommateur qui va vers les valeurs dites sûres et qui va racheter le dernier Lucky Luke, même s'il n'est plus à la hauteur des grandes années, des choses on achète ce qu'on connaît. On achète ce qu'on connaît. Donc ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, c'est vous. C'est vous, parce que effectivement, moi je crois beaucoup au travail des bibliothèques et des bibliothécaires, même pour garantir la pérennité des auteurs. Parce que c'est en découvrant qu'on aura ensuite envie d'acheter. Je vais même dire quelque chose qui est très grave, et j'espère que M. Hadopi ne me regarde pas trop. Je crois même qu'il n'est pas si négatif que ça que des adolescents découvrent en streaming, en lisant des choses sur Internet, des albums, parce que j'en connais beaucoup qui ensuite ont envie de se faire la collecte parce qu'ils ont découvert un truc qui les intéresse énormément. Donc, on a encore à trouver des moyens de médiatisation des passeurs. Il faut que le rôle de passeur soit extrêmement développé en matière de bande dessinée, plus encore que pour le reste. Parce que pour le reste, quand un écrivain sort sa dernière nouveauté, il y en a plein les journaux. Il y en a plein les journaux. On sait que... attention, hein, là encore, c'est sans doute une quinzaine, une vingtaine, une trentaine d'auteurs pour une rentrée littéraire qui compte je ne sais combien de centaines de livres. Mais au moins ceux-là ont une surface médiatique qui permet aux lecteurs de les trouver. Pour la bande dessinée, c'est beaucoup plus compliqué. C'est sans doute pourquoi, effectivement, avec ma chronique de 2 minutes hebdomadaire, je suis depuis 14 ans. 14 ans. Oh là, tu vois, même à la source, c'est plus. Je suis donc depuis 14 ans président de l'association des critiques. Je parlais de la rubrique. 18 ans la rubrique. 18 ans la rubrique France Info. Mais je crois qu'effectivement, je ne suis pas loin de la quinzaine d'années de présidence de l'association des critiques de bande dessinée, qui compte 70 membres, ce n'est pas rien, et qui ont éprouvé le besoin de se réunir en association parce qu'effectivement, il n'est pas toujours facile au sein même de ces rédactions de s'imposer. Il n'y a pas si longtemps, quand je disais à ma rédaction, je vais faire une interview de Luce, on me disait, qui? Et je dis, il n'y a pas si longtemps pour ne pas offenser mes confrères d'aujourd'hui. Qui? Et en l'occurrence, ce qui là me blessait doublement, parce que ça voulait dire, que vraiment un pape de cet art que j'adore et que j'aime médiatiser, ce n'est pas connu. Deuxièmement, ça veut dire que même 18 ans de chronique,
Et pourtant, mes vues, j'en ai parlé à un moment, c'est pas encore gagné. Et troisièmement, ça veut dire aussi qu'ils n'oseraient pas faire ça sur... Je vais voir Christophe Honoré. Si un journaliste ne connaît pas le réalisateur de cinéma Christophe Honoré, il ne me dirait pas en passant qui. Il va tout de suite regarder sur Google pour voir qui est Christophe Honoré pour ne pas avoir l'air bête. Avec la bande dessinée, c'est pas grave d'avoir l'air bête. Parce que c'est pas très grave, c'est pas très important. Une fois que j'ai dit tout ça, pour poser un peu le décor, c'est bon, ça va, chef. Moi j'apprends plein de choses, c'est un miroir. Une fois que j'ai posé ça, je dirais que nous, journalistes, du coup, on essaye de faire ce travail de promotion aussi, en ce qui me concerne, de deux manières. À la fois, dans mon travail, quand je suis arrivé il y a 18 ans pour faire la chronique à France Info, à l'époque je parlais déjà de bande dessinée. Partout où je suis passé, j'ai essayé de parler de bande dessinée en fait. Vous l'avez compris, on ne vous offre pas, on ne fait pas le tapis rouge, mais si vous arrivez à montrer que vous êtes relativement intéressant quand vous parlez, que vous connaissez à peu près bien votre boulot, on vous dit, écoute, vas-y, fais-le. Et quand ça plaît, ça continue. Donc, avant cela, j'étais à France Culture et j'avais participé, on était trois, à la création d'une émission qui existe toujours, pour ceux qui écoutent France Culture, je vous conseille. L'émission s'appelle Mauvais Genre, elle parle justement de littérature ou de genres qui sont moins mis en avant que d'autres. Donc à l'époque, c'était en 91, je pense à peu près. À l'époque, je présentais moi les informations sur France Culture, les journaux d'information. J'avais un copain, Emmanuel Laurentin, qui faisait la revue de presse sur France Culture, dans l'émission à l'époque matinale de Jean Lebrun, et un troisième, Lascar, longs cheveux, une tête de prêcheur de l'Ouest, comme ça, toujours avec une croix dans une main et une colte dans l'autre. François Angelier, qui était passionné de littérature fantastique, de choses comme ça, et chacun voulait faire... Alors, Laurentin le polar, il n'arrivait pas à parler de polar sur Culture, moi j'arrivais pas à parler de bande dessinée, et Angelier, il n'arrivait pas à parler de ses littératures fantastiques. Nous, on a fait comme les frères Gripolin, on s'est mis les uns derrière les autres, on a hanté les couloirs à trois, et on a fini par convaincre la chaîne que oui, une émission pouvait exister autour de ça. La première année, d'ailleurs, on a appelé ça bande à part, mais ça faisait vraiment très ado comme sous-entendu. Donc, plutôt que bande à part, on a appelé ça Mauvais Genre l'année suivante. Ça s'est installé dans le paysage, il y a eu de la presse, et finalement, l'émission a été connue. Depuis, Angelier en est le patron. Moi, j'ai vogué vers d'autres aventures professionnelles à France Info, et Laurentin, pour ceux qui écoutent France Culture, est le désormais... vénérable producteur en chef de La Fabrique de l'Histoire, grande émission historique tous les matins sur France Culture. Comme quoi on peut s'intéresser à des mauvais genres et être quand même des gens de culture noble, parfois. Toujours est-il que quand je suis arrivé à Info, j'y suis arrivé parce que, c'est très symptomatique aussi tout ça. Figurez-vous que France Info est née en 1987 et a voulu tout de suite être une radio jeune. Jeune radio, nouvelle, mais aussi jeune, parce que le public va vous accompagner, et donc il faut savoir capter les jeunes adultes, les jeunes actifs, ceux qui avaient envie d'être toujours au courant. À l'époque, on ne disait pas encore connecté, puisqu'il n'y avait pas Internet. Souvenons-nous, quand France Info est arrivé, il n'y avait que c'était la première chaîne d'information continue. Donc voilà, et donc quelqu'un a proposé une chronique sur la bande dessinée. Ah oui, ça c'est jeune. Voilà, on va prendre ça. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on n'est pas payé, enfin, comme je suis filmé, je vais dire la vérité des choses, nous avons 2 fois par an une prime de 150 € pour nous remercier de faire ce travail à charge d'emploi autour de la bande dessinée. Mais je ne m'en plains pas, je suis très heureux et bien payé pour le travail que je fais. Toujours est-il qu'en l'occurrence, le garçon qui à l'époque la faisait, au bout de 2 ans, a dit « Oh, mais moi, je voudrais te payer, ça va bien, ça fait 2 ans que je fais ça à l'œil. » Et donc, il est parti. Et il a dit « Je connais du monde à côté, mais ce n'est que de la BD, donc c'était pas indispensable de trouver quelqu'un. La chronique,
est morte de sa belle mort au bout de 2 ans. Sauf que France Info à l'époque était partenaire du Festival d'Angoulême. Et quand l'hiver fut venu, au mois de décembre, que le partenariat s'est renoué, Angoulême a dit bah, ouais, on est vachement flatté que France Info, jeune, dynamique, soit notre partenaire, mais vous ne parlez plus de bande dessinée, c'est paradoxal. Ah oui, tiens, mince, c'est vrai. Donc, dans l'affolement, il a fallu tout de suite trouver quelqu'un. Je vous passe les épisodes, mais on m'a trouvé. Et à l'époque, ils avaient déjà, dès la première année, lancé un prix. Dès la première année, un prix France Info de la bande dessinée. C'est pour ça que quand on va sur Wikipédia, il n'y a que là que j'ai le document, moi-même je n'avais plus assez de mémoire, on trouve que depuis 91 sans doute, il y a le prix France Info de la bande dessinée. Mais les 2 premiers prix sont de... Alors, il y a eu les Maîtres de l'Orge, Jean Van Damme, et puis il y avait le premier, c'était Barut-Thévenet, Le chemin de l'Amérique. Alors le premier, on aurait pu l'inscrire dans une thématique qui est celle d'aujourd'hui que nous portons, mais le deuxième, le Maître de l'Orge, ça n'avait rien d'actualité, de reportage, je dirais, c'est une saga. Mais quand moi je suis arrivé et qu'on m'a dit il faut relancer la chronique bande dessinée, j'ai dit bon, et puis on m'a dit puis il y avait un prix. Je me suis intéressé à ça, je dis ben, attendez, des prix il y en a déjà. Il y en a, il y a des prix Angoulême, et pas qu'Angoulême. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver une identité forte à ce prix? Et je pense qu'on peut trouver une identité, d'autant que nous étions donc au début des années 90, j'ai dit, moi qui connais la bande dessinée, je peux vous dire qu'en ce moment, il y a un truc. Il y a une veine là, dans cette mine, dans cette montagne d'images, il y a une veine qui est en train de se creuser, qui est formidable, et qui ne manque pas d'albums chaque année, c'est la bande dessinée d'actualité et de reportage. Que je ne limite pas du journalisme en bande dessinée, parce que j'accepte la fiction. Pour moi, la définition de cette bande dessinée d'actualité et de reportage, ce sont des auteurs, des artistes, qui prennent le réel, l'actualité, comme matière de leur inspiration. Alors ça peut être le plus proche du réel, avec un monument absolu qui est Joe Sacco, l'américain, par exemple, qui lui est d'abord journaliste, a été formé au journalisme, mais est aussi auteur de bande dessinée, et qui a dit bah, je vais marier mes 2 casquettes, mes 2 passions, mes 2 cordes à mon arc, et je vais faire du journalisme en bande dessinée. Il a quelques personnes qui ont en chemin se sont mis là-dedans. Et puis, tout à fait, je dirais de l'autre côté, je mets même Quai d'Orsay, qui est dans la vitrine de BDNet depuis un petit moment, là, sur Quai d'Orsay, je le mets aussi dedans. Parce que Quai d'Orsay, c'est de la, en apparence, pure fiction, mais c'est scénarisé, c'est dialogué, ça n'est plus du reportage. Mais évidemment, tout ça pour arriver au discours de Dominique de Villepin à la tribune de l'ONU, et c'est un vieux pays, la France, d'un vieux continent, l'Europe qui vous le dit, tout ça, c'est de l'actualité. Et c'est vraiment de la prise, une prise sur le réel, c'est en prise avec le réel. Donc, cette veine-là, en 80, à l'époque, il était 13, voilà, 13, j'ai dit, bah voilà, il y a ça. Et je n'ai jamais eu, ben là, je viens de donner le 18e prix France Info de la bande dessinée d'actualité et de reportage, je n'ai jamais eu de mal à faire une sélection, et j'ai taillé dans les sélections, parce que je ne veux offrir qu'une dizaine d'albums à lire au jury, pour qu'ils puissent s'en imprégner et faire du bon travail. Jury qui n'est composé que de journalistes de France Info, parce que ce qui m'intéresse, c'est le regard de journalistes sur des artistes de bande dessinée qui puissent dans le réel la matière de leur inspiration. Et je les désigne, ces journalistes. Les différents directeurs qui se sont succédés à France Info ont toujours joué le jeu, c'est-à-dire qu'on ne va pas dire « bon, t'accepterais de faire partie du jury ?» C'est « nous avons choisi que tu fasses cette année partie du jury du prix France Info. » Et chaque année, j'ai la... Alors, sauf vraiment catastrophe, ça ne m'est jamais arrivé. Un gars qui dirait « jamais de ma vie je veux lire ça », ça ne m'est jamais arrivé. Mais chaque année, j'ai à peu près la moitié du jury qui fait « yes !» depuis le temps que j'attendais d'être désigné dans le jury du prix France Info, dans la d'actualité de reportage. Et chaque année, j'ai la moitié des personnes, en plus
nous travaillons la parité, hommes, femmes, les différents types de journalistes, reporters, présentateurs, chroniqueurs. Et chaque année, j'ai la moitié qui me dit « Oh là là, là qu'est-ce qui me tombe sur la tête ? J'ai pas lu une bande dessinée depuis l'âge de 10 ans, la dernière fois c'était un Spirou. Excuse-moi, mais vraiment, tu crois, je suis obligé. Oui, n'aie pas peur. D'abord, n'aie pas peur. Ensuite, toutes les opinions sont prises en compte. Pas, je ne te demande pas de devenir BD-phile du jour au lendemain, je te demande de rester journaliste. Lis, et après tu diras. Voilà. Et chaque année, j'ai une petite angoisse. Est-ce que je vais avoir honte du prix qui va être décerné ou pas? Eh bien, en 18 ans, je n'ai jamais eu honte. Et ça a été très loin. Je me souviens que, cette année, il y a même des possibilités. L'année, on parlait de Joe Sacco, l'année où Palestine de Joe Sacco a été désigné prix France Info, il y avait un Bilal dans la sélection. C'était, je pense, le premier tome du Sommeil du monstre. Je me suis dit, quand j'ai fait ma sélection, c'est plié. Moi, je vois qu'il y a plein d'albums intéressants, mais je mets déjà 10 $ là-dessus. Ils vont foncer sur le Bilal, c'est beau, c'est... Voilà. Et je me souviens encore, évidemment, il n'a pas été négligé, le Bilal, mais je me souviens encore d'un reporter, dont je peux dire le nom, Claude Bruyot, qui aujourd'hui est le patron, d'ailleurs, le directeur des rédactions de France Bleu, de tout le réseau France Bleu, qui avait été d'une force argumentaire pour Joe Sacco en disant « Je reviens de Palestine ». J'ai jamais pensé à parler du cajot de tomates qui est dans la boue devant la porte de... Et là, il est là, et ça en dit beaucoup plus sur la situation des Palestiniens que bien des longs discours et bien des reportages. Alors, je l'absous, parce que c'est pas parce qu'il va... S'il nous dit, regardez dans son micro, regardez le cajot de tomates devant la porte du... On va dire, mais de quoi il nous parle? Ça n'est pas comme ça que l'on peut me faire voir, même si la radio est, à mon sens, le média de l'image, mais j'en parlerai plus tard. Je pense sincèrement qu'il n'aurait pas pu faire passer ça. Et je pense même que la télé, qui croit être le média de l'image parce qu'ils ont une caméra et que ça filme, ne se pose pas la question de l'image, la télé, rarement. En revanche, même si d'ailleurs s'il avait filmé en passant devant le cajot, on ne se serait pas arrêté dessus. En revanche, dans une page de bande dessinée de Joe Sacco, qui organise sa séquence, qui met en scène son reportage, qui est un reportage réel, pour que l'œil, le point focal, puisque ça fonctionne comme ça une bande dessinée, ne croyez pas ceux qui vous disent on commence en haut à gauche, on termine en bas à droite. Non, ça c'est de la politique. On commence en haut à gauche, on termine en bas à droite. Mais, en l'occurrence, la bande dessinée, c'est un point focal. Tout auteur de bande dessinée va travailler sa planche pour tout d'un coup vous donner quelque chose qui va s'imprégner dans votre rétine avant même que vous ne commenciez la lecture. Et là, c'était ce fameux cajot de tomates. Et franchement, ça nous dit beaucoup de la force de ce média qui est capable de parler de tout. De la grande aventure, de la bande dessinée de genre, que j'adore, de science-fiction, d'intime, d'autobiographie, également, de tout. Mais aussi de bande dessinée d'actualité et de reportage. Tout ça pour vous dire que, donc, il y a ce prix que je porte depuis 18 ans. Cette année encore, j'ai fait une sélection, comme je veux qu'ils disent tout, donc je me cantonne, 10, 11 albums. Cette année, ça tombe bien, vous l'avez posé là, vous avez bien fait. Merci à l'univers de faire votre métier. Cette année, alors là, j'ai été presque étonné, parce que dans la sélection, il y avait des tas de choses. Il y avait le formidable Guy Delisle, Chronique de Jérusalem, qui est très très beau. Il y a le formidable, à mon sens, Voyage aux îles de la désolation d'Emmanuel Lepage, Futuropolis, qui à mon sens est un magnifique bouquin de l'année. Il y avait comme ça plusieurs livres vraiment très passionnants. Il y avait un livre du Suisse Chapat qui avait fait BD Reporter. Vraiment, il y avait de quoi faire. Et puis j'avais mis dans cette sélection 2 Blin, parce qu'il me semblait que les 2 Blin, les 2 Christophe Blin de l'année méritaient d'y être.
à la fois le Quai d'Orsay numéro 2, que je trouve très fort, personnellement. Je suis un de ceux qui le trouve plus fort que le premier. Voilà, bon. Parce que je trouve que le scénario est mieux construit, mieux tenu. Et puis il y avait ce livre qui pour moi est un miracle, En cuisine avec Alain Passard, dont on rappellera très succinctement que l'idée en revient à Alain Passard qui voulait faire un livre de recettes de plus. Alain Passard, chef 3 étoiles, l'Arpège à Paris, Gallimard son éditeur, il va voir son image, une idée d'un nouveau livre de recettes, fruits, légumes, on connaît ses spécialités, et simplement... je ne suis pas sûr que ça marche si bien que ça, que ça donne si tant envie que ça, les livres qu'on fait traditionnellement autour des recettes. Et si on faisait une bande dessinée? Sauf que je suis à peu près certain que Alain Passard, quand il a dit prononcer ce mot-là, n'imaginait absolument pas ce qui allait se passer. Il pensait qu'on allait lui trouver un dessinateur qui allait dessiner case après case les recettes, et puis voilà, et puis c'était facile à lire, didactique, pédagogique et rigolo sans doute. Et chez Gallimard, un directeur artistique a eu l'idée de dire, parce que c'est chez Gallimard, mais pas Gallimard BD, on est dans la partie justement, celle qu'il ne connaît pas, la bande dessinée, et pourtant le directeur artistique a eu la bonne idée de dire, ah, et si on demandait à une pointure, à Christophe Blain. Donc ils ont appelé Christophe Blain, d'ailleurs c'est la première planche, quand on lui a dit faire la bande dessinée d'un grand chef, il voyait un grand chef indien, bon, il n'a pas tout de suite compris que c'est la cuisine, puis quand il a compris, il a dit pourquoi pas, c'est pour bien manger, mais ça prendra du temps parce qu'il est sur plein de projets, et ça a pris du temps, ça a mis plusieurs années à voir le jour, plusieurs années à voir le jour, mais il y allait régulièrement, et finalement qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas fait, mais si, il a fait un livre de recettes. Mais oui, monsieur Passard, c'est un beau livre de recettes. Mais c'est tellement pas ça. C'est tellement d'abord le portrait d'un grand chef. Et c'est un reportage dans une cuisine qui devient un théâtre en soi, avec ses mots, son langage. C'est beau comme du Molière parfois. Et c'est époustouflant. Et la mise en scène, enfin, je veux dire, ça, c'est de la bande dessinée d'actualité, de reportage. L'aspect reportage, bien sûr. Donc je ne peux que vous conseiller, non seulement de la lire, mais de la faire lire à vos lecteurs de bibliothèque. Une fois qu'on a dit ça, je voudrais également dire que j'ai fini par faire aimer à France Info la bande dessinée autour de moi. Il y avait, quand France Info a eu 20 ans, en 87, j'étais à l'époque directeur adjoint de France Info, le directeur m'a dit qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour fêter l'anniversaire. J'ai essayé de placer mon truc, j'ai réussi à placer l'idée de faire une bande dessinée, ce n'était pas la seule chose, d'autres choses ont marqué l'anniversaire, mais cette bande dessinée qui s'est appelée, je ne sais même pas si elle est encore disponible, le jour où, chez Futuropolis, et qui a été, alors la fine fleur, je dois à la fois au travail que nous avions fait sur le fond à France Info et à Sébastien Nedig, éditeur chez Futuropolis, d'avoir trouvé la fine fleur de la bande dessinée contemporaine pour faire ce travail, 20 moments de l'actualité des 20 dernières années, mise en scène, mise en bande dessinée par des auteurs. Et ça va de la chute du mur de Berlin par Pendanx et Dabitsch, Guy Delisle qui faisait Tiananmen de manière extraordinaire, jusqu'à Étienne Davodo, nom que nous n'avons pas encore prononcé, Étienne Davodo qui a fait La Tempête, la grande tempête qui avait ravagé la France et qui a une bande dessinée sur le vent, mais qui est extraordinaire, extraordinaire. Toujours est-il pour dire, ça permet d'ailleurs de citer d'autres noms. J'ai cité Davodo, évidemment Davodo aujourd'hui est, je dirais, le champion français de la bande dessinée ancrée dans le réel, on va le dire comme ça. Lui ne se dit pas auteur engagé, il dit toujours qu'il est embarqué par le réel. Son dernier opus, vous l'avez peut-être et sans doute déjà vu passer, je ne l'ai pas mis dans ma sélection du prix France Info, parce qu'il faut faire des choix, et vous vous rendez compte que je n'ai pas mis le dernier Davodo. Et je n'ai pas mis le dernier Davodo parce que je trouvais que c'est pas le plus actualité ni reportage qu'il ait fait.
c'est encore, il tourne, et c'est formidable d'ailleurs, c'est d'ailleurs une bande dessinée formidable, mais il tourne autour du genre, il ne s'installe jamais, Étienne. Il avait fait Les Mauvaises gens, a eu le prix France Info, il a eu 2 fois, le prix France Info pour Les Mauvaises gens, l'histoire de sa famille, ouvrière d'origine paysanne des Mauges, là, de cette région, et qui nous amène jusqu'à l'élection de Mitterrand, qui était un sacré bouquin. Il l'a eu également avec le bouquin qu'il avait fait, la bande dessinée pardon? Non, il n'a pas eu Rural, il l'a eu pour Un homme est mort, avec Chris. C'était un travail sur un documentariste, hein, René Vauthier, et super bouquin également. Donc, mais à chaque fois, il tourne un peu de manière différente. Et là, c'est plutôt une histoire d'amitié, c'est un partage de... C'est pas du reportage, c'est un partage de connaissances. Et c'est un peu différent. Donc, je ne l'ai pas mis dans ma sélection, mais c'est quand même une très grande bande dessinée de l'ami Étienne Davodo. Voyez que les genres sont variés, voyez qu'on peut comme ça être à la frontière, à la lisière. On évoquait tout à l'heure l'ami Guy Delisle. Guy Delisle, donc, qui est auteur, canadien, installé en France, dont la femme a longtemps été logisticienne à Médecins sans frontières et que lui a suivi pour des raisons familiales un peu partout. Et c'est ainsi que pour son premier bouquin, c'était pas ça l'origine, c'était parce qu'il faisait de l'animation, qu'il était allé en Corée du Nord, qui est un haut lieu de l'animation, du dessin animé, et ça lui avait permis de voir l'intérieur. Et comme on ne se méfie pas des gens qui font des dessins, là autant une photo c'est grave, autant un gars qui crobarde dans un coin, vraiment ça n'a pas beaucoup en apparence, de gravité. Donc il avait raconté sa vie en Corée du Nord, et c'était Pyongyang. Il avait fait Shenzhen, il a fait les chroniques birmanes, et donc les chroniques de Jérusalem viennent d'arriver. Et lui, j'ai l'habitude de dire qu'il ne fait pas de la bande dessinée de reportage, il fait de la bande dessinée d'observation. Parce qu'il est au plus près des détails. Il est capable de dire, oh, il y a quelque chose qui m'accroche l'œil dans cette boîte d'allumettes, dans le bouton de votre veste, la manière dont il est fait. Et c'est ce petit rien qui dit beaucoup sur les sociétés. Et c'est son quotidien qu'il met en scène. Donc, vous voyez qu'il y a tellement de manières différentes de faire de la bande dessinée, d'actualité, de reportage. Tout ça donc pour vous dire qu'on avait fait ce premier livre le jour où, et que cette année, j'étais un peu venu aussi parler de cet ouvrage, les journalistes, comme les Français en général, adorent les anniversaires. On ne passe jamais un anniversaire à la trappe. Je ne sais pas si toutes les civilisations ont cette obsession, mais nous alors on a une obsession des anniversaires, et c'est incroyable. Et donc, il y a 2 ans maintenant, je déjeunais comme une fois par an avec mon ancien directeur de France Info, le monsieur qui m'avait fait venir à France Info pour faire la chronique bande dessinée, et qui m'avait d'ailleurs, quelques années plus tard, dit « J'aimerais que tu viennes faire le rédacteur en chef ». Et il était à l'époque, il était en 2001, directeur de France Info. J'étais rédacteur en chef à France Info quand les attentats contre notamment le World Trade Center, les tours de New York, il a eu la gentillesse, enfin en tout cas il m'a fait l'honneur et le plaisir de me désigner comme l'un des 2 rédacteurs en chef qui allait accompagner l'équipe de journalistes qui allaient faire de l'information non-stop en direct de New York dès les jours qui ont suivi la catastrophe. Et donc c'est un de mes grands moments de vie journalistique. Et il y a 2 ans, on déjeune ensemble, il dit « Tu te souviens de 2001 ?» Oui, merci patron. Non, pas merci patron. Dans 1 an et demi, 2 ans, on va avoir l'anniversaire. Il va y avoir plein de trucs on va en reparler abondamment. Et nous lui devons ça à Pascal Delannoy, d'avoir dit il ne faut pas faire quelque chose de mémoriel, mais moi je voudrais faire quelque chose. Et je voudrais faire quelque chose avec toi parce que tu es dans ce milieu de bande dessinée. Je pense que l'image qui a été si prégnante au moment de 2001, avec ces tours qui tombaient en boucle sur nos écrans de tous les côtés, ces images-là méritent qu'on revienne à l'image pour en parler.
Donc, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? Mais pas de mémoriel, parce que déjà tout le monde va revenir sur les souvenirs. Pas non, et puis aussi, pas de mémoriel, parce que depuis 10 ans passés, des choses incroyables se sont passées. Obama a été élu, qui aurait, il y a 10 ans, dit qu'un président noir gouvernerait l'Amérique. Il y a des guerres qui se sont passées, il y a des crises économiques majeures, les subprimes, tout qui nous sont tombés sur la tête. Donc il ne faut plus parler de il y a 10 ans. Il ne faut même quasiment plus parler de maintenant. Il faut parler de 10 ans après la chute des tours, où va l'Amérique? Ok. Comment tu le vois? Moi j'ai répondu, je le vois ok en dessin, mais je vois d'abord qu'il faudrait marier les choses. C'est-à-dire que ce n'est pas que de la bande dessinée, c'est est-ce qu'on ne peut pas confronter les points de vue d'artistes? Pas forcément de journalistes. Les journalistes, on connaît nos discours, nos propres discours, que je ne mésestime pas. Nous avons un métier qui nous donne des grilles de lecture et des bases solides pour parler de plein de choses. Mais parfois, il faut savoir faire un pas de côté pour parler du monde un peu de manière différente. Donc, ok, allons voir des artistes, pour les raisons qu'on évoquait tout à l'heure avec le prix France Info, cette manière de faire le pas de côté. Et essayons de voir un peu, pour ne pas aussi avoir une vision du monde, essayons de faire un dialogue de chaque côté de l'Atlantique. Ça a donné ce livre, 12 septembre, l'Amérique d'après, où nous avons, on est assez fiers du casting, hein, ça a duré 1 an et demi, 2 ans, avec l'éditrice Nadia Gibert de chez Casterman, avec qui nous avons beaucoup travaillé, et il y a des gens comme Russell Banks, Enki Bilal, alors Daryl Kaggle, ça ne me dira rien, sauf que quand on a proposé à Plantu l'exercice, Plantu a dit oui tout de suite, et il a dit oui tout de suite, non pas parce que, autant on dira parce que l'idée lui plaisait, que parce qu'il dit oh oui, parce que je sais avec qui je veux le faire. Cette idée de dialogue les a séduits autant que le thème lui-même. Il a dit je veux le faire avec mon pote Daryl Kaggle, qui est un grand cartooniste, c'est-à-dire un dessinateur de presse américain, et qui a dialogué avec Plantu pendant longtemps, et ça donne, vous savez, vous connaissez tous ce travail de Plantu, évidemment, la Une du Monde, où quand il reprend ses dessins pour les remettre en scène dans des pages, là il l'a fait en double page, pour essayer de réfléchir sur ce qu'était l'actualité au moment où il faisait ses dessins, et ce qu'aujourd'hui il en pense, et comment il s'adresse à son pote Daryl. Bien sûr, Daryl, et il dialogue. Et face à ces pages, derrière, on a la double page de Daryl Kaggle qui lui répond « Plantu, ta 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 » et qui remet en scène ses propres dessins, en invente d'autres, et ça fait un dialogue, mais qui est d'une force... Encore, peut-être je suis trop passionné, hein, mais que je trouve, j'ai jamais trouvé ça aussi fort ailleurs qu'en bande dessinée, qu'en dessin. Alors, on n'a pas fait que ça. Vous avez un garçon, j'ai essayé de venir avec Mike Simon, que j'ai invité, dessinateur, mais il est aujourd'hui à Bruxelles, donc il ne pouvait pas venir, qui est un auteur américain, quarantaine d'années, qui a fait toutes les couvertures du Poulpe, pour ceux qui connaissent la série Polar, et qui est un très beau garçon, à Judith, en chambre à opérer, parce que ça, vous savez, nombreuses et nombreux, et voilà. Donc, bon, toujours est-il que Miles a voulu, qui est américain de Paris, a voulu en être de cette aventure. Il a fait une histoire incroyablement forte, et vraiment très, très douée, et il a dialogué avec Jérôme Charine, qui lui donc est un auteur, un novelliste, un romancier, et c'est marrant parce que aussi c'est un autre dialogue. Imaginez qu'ils se sont parlé par téléphone pour dire bon, alors, tu vois les choses comment? C'était même pas tu vois les choses comment l'histoire. C'est toi, c'est quel sentiment t'as de ce gâchis du 11 septembre? Et ils ont échangé là-dessus. Et finalement, après ils sont partis chacun de leur côté raconter leur propre histoire. Donc l'histoire de Miles Simon n'a rien, une fiction qui parle du sentiment sécuritaire qui s'est installé aux États-Unis, n'a rien à voir avec l'histoire de Jérôme Charine, mais dedans, vous avez le Père Noël revient, la neige au-dessus de l'Empire State, des choses qui étaient des mots qui étaient passés dans leur conversation et qui avaient nourri leur imaginaire de manière formidable. Et ça va même plus loin, parce que quelle ne fut pas la surprise de l'un et l'autre, quand ils ont lu le travail de l'autre, de découvrir qu'il y avait des choses en commun qu'ils n'avaient jamais évoquées. Il y avait une telle porosité de leurs sensations, de leur dialogue,
qu'ils sont arrivés à mettre des éléments qu'ils n'avaient même pas évoqués l'un avec l'autre. Tout ça pour vous dire qu'on est allé voir aussi un artiste français installé à New York. Il y a 1 an et demi, on a débarqué dans le sud de Manhattan avec Pascal Delannoy pour aller voir Charles-Élie Couture, qu'ici nous connaissons tous comme chanteur, rocker français, mais qui, pour des raisons personnelles, il y a quelques années, a quitté la France, est allé s'installer à New York, où il a ouvert une galerie, atelier, j'allais dire 2 fois moins grande que cette pièce, et où il n'est connu de personne, et où les gens passent et s'intéressent à ses photos, ses travaux graphiques, parce qu'il est plasticien avant tout, dit-il, il est multiforme, et les gens ne le connaissent pas. Et donc, quand les gens lui achètent un truc, c'est ouais, parce que ça me plaît, c'est pas parce que c'est Charles-Élie Couture, et donc il y aurait l'aura de la vedette derrière. Et donc, on est allé le voir, et il nous a parlé de New York comme seul un converti, le royaliste que le roi pourrait nous en parler, de cette ville qui pour lui est celle de tous les espoirs, de tous les possibles, voilà. Et on l'a fait dialoguer avec un architecte qui s'appelle Jacques Ferrier, qui est l'architecte qui a fait le pavillon français de l'exposition universelle de Shanghai. Et en l'occurrence, l'idée qu'on avait à travers la tête, c'est New York nous fait toujours rêver, mais est-ce qu'aujourd'hui New York c'est toujours New York? Est-ce que New York ce ne serait pas plutôt maintenant les nouvelles villes qui sont en train de voir le jour en Asie et qui vont porter peut-être le XXIe siècle? Et donc de ce dialogue est né un travail illustré et par Charles-Élie et ses mots, et une grande interview de Jacques Ferrier avec ses travaux d'architecte à côté. Et je pourrais vous parler comme ça de tout, mais je vais juste vous en dire un de plus. C'est qu'on a eu la chance, et ça on y tenait, on a beaucoup travaillé au corps. On voulait avoir Art Spiegelman, parce que s'il est un New-Yorkais, c'est bien Art Spiegelman. Art Spiegelman dont je rappelle, et d'ailleurs je le rappelle quand, dans le petit chapeau que je fais pour présenter les différents dialogues, dans ce dialogue-là, je rappelle que Art Spiegelman, quand les tours sont tombés, il a réalisé à la demande de sa femme, Françoise Mouly, qui est la directrice artistique du grand magazine The New Yorker, qui est un très grand magazine, et qui est un magazine qui adore l'image dessinée, qui a donné de la place aux plus grands artistes de ce monde. Sampé en avait fait beaucoup, des couvertures du New Yorker et de l'intérieur. Et là, ils ont lancé de tous les côtés qui veut préparer la une de la semaine qui a suivi la chute des tours. Et finalement, c'est son mari Art qui l'a faite. Et qui l'a faite comment? Qui a fait une couverture noire sur lequel on voit se détacher par un effet de lumière les tours noires également. C'est donc une couverture de deuil à la Soulage. Si vous voyez les peintures de Soulage, où c'est juste les effets de lumière qui font que noir sur noir, on voit des formes, des élans, de l'énergie. Et là, c'est donc les tours noirs sur noir qui apparaissent. Et c'est une couverture, c'est celle qui a le plus marqué, qui représentait le mieux le sentiment des New-Yorkais à l'époque. Et donc, on a demandé à Art Spiegelman est-ce qu'il accepterait ce travail, qui pour nous n'était pas, je le rappelle, un travail mémoriel. C'était pas racontez-nous comment vous avez vécu. C'est 10 ans après, où va l'Amérique? Et bon, c'est un artiste très pris, le dialogue n'est sans doute pas facile, mais ses réponses étaient non, je ne parle plus de ça. Ah, monsieur Spiegelman, avec mes petits doigts, vous n'avez pas compris, c'est pas, vous ne parlez plus de ça, c'est devant ce qui nous intéresse. I said no, avec une police de caractère qui grossissait à chaque fois dans les vraiment, je les ai gardés. Et encore, je reviens à la charge pour expliquer, et là par Françoise Mouly qui dit ah oui, c'est intéressant et tout. Et donc je reviens vers Art, je dis merci d'avoir accepté. I said no. Vraiment, c'était désespérant, on ne pouvait pas l'imaginer faire ce livre sans lui, et donc on est descendu jusqu'à Soliès où il était invité à la fin d'un mois d'août, il n'y a pas le dernier mais le précédent, avec sa femme, et on dit c'est nous qui. Et on a discuté, une bonne heure. Et à la fin de la discussion, autant sans doute parce qu'il était convaincu que par lassitude devant mon bagou, il a dit « Ok, je passe tous les Noëls ou presque à Paris chez mon ami Lorenzo Mattotti, qui est un auteur de bande dessinée très talentueux.
avec qui j'ai la chance d'avoir travaillé là pendant 2 ans sur d'autres projets. Allez, je m'y engage, vous venez faire l'interview chez Lorenzo à Noël prochain, donc août, hein, le temps courait, hein, il fallait faire le livre. Hein. Ok, mais on ne parle pas des tours. Premier jury. Et donc, on est allé à Noël faire l'interview chez Lorenzo Mattotti. Ça s'est extrêmement bien passé. Je crois que le propos d'Art est très intéressant, ce qu'il nous raconte sur New York, sur Paris. Alors c'est de lui-même, non pas qu'il est revenu autour, mais qui est revenu à Paris, le Paris des années 20, celui d'ailleurs qui est dans Pablo, la bande dessinée dont on parlait tout au début, où les Américains venaient, pourquoi New York est devenue cette capitale de la deuxième partie du XXe siècle, pourquoi New York a attiré les artistes, et pourquoi maintenant ça sera peut-être Mumbai, Bombay ou d'autres qui attireront. Tout ça était fort passionnant. Et d'ailleurs, à la fin, il a dit « Oh, puis je sais que Lorenzo Mattotti est dans le projet, mais qu'il a des soucis pour trouver un partenaire de jeu. Voilà. Je ne vais pas détailler là, parce qu'il y a une caméra qui tourne, mais il avait des soucis. Et en l'occurrence, il a dit bah, d'accord, prenez ce matériel, cette interview, et que ce soit, d'une manière ou d'une autre, mise en dessin par Lorenzo. Et c'est ainsi que Lorenzo Mattotti a travaillé pour trouver les dessins qui pourraient, j'essaie, il faut que je le retrouve là, qui mettraient en scène, en fait, Art Spiegelman dans sa ville, et ça donne des choses incroyablement fortes et belles, où on voit Art dans sa bulle, parce que c'est comme ça qu'il vit à New York, il vit dans sa bulle, il voit à peine le monde autour de lui, de son studio à son, de son appartement à son studio de travail, son atelier, toujours une clope au bec, et effectivement, nous avons eu droit à un certain nombre de très beaux dessins de Lorenzo, travaillant l'homme dans la ville, l'Art Spiegelman dans sa ville de New York. Évidemment, bien heureusement, à la fin de l'interview, il s'ouvre vraiment au monde et on le voit donc sortir de sa bulle. Et voilà. Et donc ce travail, moi franchement, j'en suis assez fier. Je trouve qu'on a eu là des gens, il y a Lorenzo, il y a, pour ceux qui connaissent, Munoz et Sampaio, Joe Sacco, et là-dedans on en parlait. Il y a des journalistes, Fabienne Sintès, notre envoyé spécial permanent à Washington. On voulait de l'humour parce que la tonalité était sombre. On est allé chercher Sophia Aram qui a fait une préface comme une chronique de France Inter. Bon voilà, pour vous dire que ce livre existe. Et que je vous invite à le découvrir et à le faire découvrir à vos lecteurs, parce que je pense très sincèrement qu'il en vaut la peine. Est-ce que on peut continuer? Moi je suis... Vous avez des questions? D'abord, peut-être je peux faire un break, je bois un peu de thé et je vous réponds à vos questions. Non. C'est surtout on ne comprend pas pourquoi France Info n'a pas envie de lire la BD. Hein. Enfin, comment vous en parlez? Merci. Merci. Ils sont un peu... Si, non, mais bien sûr qu'ils lisent la BD. D'ailleurs, franchement, je suis toujours ravi de la réaction des membres du jury cette année. Alors, à chaque fois, c'est bien, ça me lance vite, hein, il ne faut pas m'éperonner trop longtemps. Hein. En l'occurrence... À la sortie, il y a des journalistes qui m'ont dit « Wow, je n'imaginais pas que cela puisse se faire en bande dessinée, que la bande dessinée puisse faire ça. » Ils en étaient restés, effectivement, à nos amis belges. Non, mais j'adore. Ma femme vous dirait que c'est un de mes regrets dans la vie, c'est de ne pas être né belge. Mais effectivement, parce que je trouve que c'est le pays de la bande dessinée par excellence, qui eux respectent ça. C'est-à-dire que vous avez un journaliste, vous avez un auteur, Servet fait une bande dessinée, les médias appellent pour dire « Monsieur Servet, est-ce que vous accepteriez d'être notre invité pour le 20h du journal de la RTBF ?» Et lui peut se permettre, m'a-t-il déjà dit, de dire « Oh non, mais ce jour-là, je ne suis pas libre.
On peut faire ça, oui, le lendemain, si vous voulez. En France, personne. Oui, quand vous voulez, une minute, je viens. Là-bas, ça fait partie. Alors nous, ça fait partie de notre patrimoine et de notre culture, pas de notre ressenti de noblesse culturelle. Voilà, je dirais ça. Alors que les Belges n'ont pas du tout cette manière de penser la culture. Et si une bonne bande dessinée vaut un bon roman, vaut un bon film ou d'autres. Tout ça pour vous dire également que en France, on en touchait deux mots, je t'étonnais, parce que mais toi aussi tu es dans ta bulle quand tu es ici. Tu vois pas que le monde extérieur est très clivé. Il y a des gens qui me disent jamais de bande dessinée et que ça ne dérange pas de ne jamais en lire. Les mêmes qui ne liraient pas du tout de romans en éprouveraient une gêne, voire de la honte, de ne pas lire du tout. On connaît un peu de sociologie de la lecture en France, il est noble de lire. Il est noble de lire parce que même dans les familles où on n'a pas beaucoup lu, les parents n'ont pas beaucoup lu enfants, ils disent à leurs enfants, faut lire parce que c'est le secret pour réussir à l'école et c'est le secret pour t'ouvrir au monde, pour connaître des choses et pour être mieux dans ta peau, dans la société qui est la nôtre. La bande dessinée, jamais personne n'en parle comme ça. Alors, faut-il en parler comme ça? Je crois que oui, parce qu'il n'y a pas... parce que justement, quand on voit la richesse de la proposition en bande dessinée, on ne peut que se dire que le propos lui-même est un propos qui vaut la peine, et que la grammaire de l'image, cette éducation-là, à une autre manière d'aborder le réel par l'image, est essentielle. Dans un monde qui est aujourd'hui sursaturé de signes, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui les voitures, peut-être que vous avez vu en venant, là il y avait des gros embouteillages parce qu'il y avait une pauvre dame qui s'est fait blesser, qui était allongée sur la route à la Bastille. Les pompiers et la police, quand ils sont arrivés, il y avait des barres au-dessus de leur voiture. Il y a des barres lumineuses avec des bleus, des blancs, des rouges, beaucoup de bruit, beaucoup de lumière. Pourquoi aujourd'hui nos voitures sont-elles devenues à l'américaine, nos voitures de pompiers, nos voitures de police, à l'américaine comme on pouvait le voir déjà dans les feuilletons dans les années 70? C'est juste que si, simplement, pas d'anglicisme, c'est simplement parce que si on était encore avec notre petit gyrophare, d'une petite lumière, mais personne ne les voit. Nous sommes sursaturés de signes, partout. Les pubs, les écrans, il y en a partout, ça n'arrête pas. Donc il faut en rajouter encore une couche, comme moi quand je parle. Voilà, Et donc, je vous dis ça parce que apprendre l'image, apprendre à lire les signes, c'est important. Aujourd'hui, la bande dessinée n'est peut-être pas lue par tout le monde, mais elle est partout. Regardez, pas uniquement la pub, mais regardez dans vos bibliothèques la manière dont maintenant la signalétique a utilisé non seulement les images, mais les lettrages de bande dessinée pour indiquer que là c'est l'espace 0-3 ans, là c'est l'heure du conte, là c'est... Regardez tout ça. Je travaille beaucoup en ce moment-là. Il y a la caméra, elle va m'en vouloir si ça... Ma femme est étudiante, elle est médiadiste. Et donc voilà l'idée pour moi, c'est que la bande dessinée est désormais partout. Désormais partout. Donc je compte sur vous et nous comptons sur vous pour que cette proposition-là arrive au lecteur avec la force qu'elle représente. Hein, c'est pas juste là il y a 3 mangas, là il y a les films bleus, c'est beaucoup plus que ça. Moi je suis toujours ravi d'entendre des rencontres, des réunions autour de la bande dessinée. Vous pouvez nous dire 2 mots justement des mangas, qu'est-ce que ça représentait pour vous qui avez vu débouler ça? Oui, alors j'ai commencé par une anecdote. Alors d'abord, le premier manga que j'ai lu, comme sans doute un certain nombre d'entre nous, c'était Gen d'Hiroshima, au tout début des années 80, qui normalement est une série, comme souvent le manga, c'est innombrable, mais il y avait 1 ou 2 volumes qui étaient sortis, pas plus. C'était les Humano à l'époque, je sais pas, au moment des collections Speed 17 et tout ça.
et que j'avais pris vraiment une claque, parce que Gen Hiroshima, qui est un ouvrage majeur, qui est l'histoire d'un enfant au moment de la bombe et après la bombe, c'est vraiment un bouquin du patrimoine, vraiment un témoignage du patrimoine. Mais franchement, à l'époque d'ailleurs, il l'avait édité à la française, en inversant les pages et en... Ensuite, comme je suis vieux, je ne peux rien cacher, il a mis ma date de naissance, l'animal dans... T'es pas vieux, on a le même âge. Voilà, il m'a dit qu'on a exactement 10 jours de différence. Alors, donc, vous avez devant vous deux quinquas bien avancés. Et en l'occurrence, donc pour moi, les mangas, c'est quelque chose qui est arrivé alors que j'avais déjà fait mon éducation. Deuxième anecdote, quand Glénat, qui a été le premier vrai éditeur en France, Glénat est parti au Japon au début des années 90 pour essayer de vendre ses bouquins aux Japonais. Il est revenu, il n'avait pas vendu un titre au Japonais, il avait acheté plein de titres. Mais il avait compris que ce n'était pas la peine d'assister pour vendre ses bouquins, mais qu'il y avait là un potentiel énorme de ce côté-ci de la planète. En l'occurrence, le premier titre qu'il a assez fortement poussé, c'était Akira. Merci beaucoup. De Katsuhiro Otomo. Et c'était à l'époque, il avait encore une fois tenté à la française en mettant dans le sens européen de lecture. Il s'était dit, je vais en faire une proposition sous forme de fascicule de peu de pages, c'était entre 40 et 60, et il voulait même le vendre en kiosque à l'époque. Et j'ai encore la collecte assez importante. Et je me souviens encore de la conférence de presse pour le lancement de la chose devant une assemblée vraiment conséquente de journalistes, et notamment de journalistes de la presse féminine qu'ils avaient fait venir, puisque c'était pour faire une nouveauté, ils voulaient sortir du lectorat BD. Et je me souviens encore de la levée de bouclier de ces dames, parce que c'est essentiellement des dames de la presse féminine, disant « Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une ultra-violence, c'est pas beau, vous pouvez pas mettre ça dans les mains de nos enfants. » Et moi, qui étais un vieux de la bande dessinée franco-belge, j'ai éprouvé le besoin de sortir de mon rôle de pur journaliste pour dire « Non, vous vous trompez. Akira, c'est majeur. C'est graphiquement époustouflant, le propos qui est apocalyptique est quand même très intéressant sur le rapport au pouvoir, sur le rapport à la drogue, sur le rapport à l'urbanité, sur le rapport à l'adolescence. Vraiment, c'est comme toujours, comme souvent, on va dire, comme souvent, pas toujours, comme souvent dans les séries de mangas, c'est initiatique. Et donc c'était majeur. Mais les mangas, aujourd'hui, ne nous trompons pas, nous sommes encore à 40% à peu près de la production en France, dans l'offre des titres de bande dessinée, il y a à peu près 40% de mangas. Nous sommes je me trompe peut-être, mais je crois que nous sommes en phase de décélération, c'est-à-dire que entre 90 et 2010, en 20 ans, nous avons digéré en France 40 à 50 ans de production japonaise. Donc on a puisé, les éditeurs ont pris ce qui semblait le plus à même d'être vendu. N'oublions pas que s'il y a eu un public en France, c'est parce que la télé était passée par là, le Club Dorothée, Goldorak, et donc une familiarité à ce qu'on appelle l'animé, c'est-à-dire l'animation à la japonaise, les thèmes à la japonaise, que le public du coup a eu une grammaire de l'œil, une éducation de l'œil totalement différente. Et quand je dis différente, regardez un dessin animé, quand vous regardez un dessin animé japonais, quand ils courent, les petits garçons sur l'écran, ils courent de droite à gauche. Et ça, c'est une éducation de l'œil, parce que pour nous, dans n'importe quel film européen, quand vous allez au cinéma, le train, il va de gauche à droite, ça veut dire qu'on va vers l'avenir. Quand le train va de droite à gauche, ça veut dire qu'on est en train de revenir sur ses pas, voire d'annoncer un flashback. Vous voyez? Et ça, on n'y pense même plus, parce que c'est inconscient, nous avons une éducation de l'œil. Nos enfants ont eu cette double éducation de l'œil, ont eu une ouverture d'esprit beaucoup plus large. Donc ça ne les a pas dérangés du tout quand les mangas, avec le sens naturel de lecture,
ils sont arrivés, ça ne les a pas dérangés de commencer. Moi il m'a fallu des années pour arriver à lire des mangas en français, évidemment, je ne joue pas, en français dans le bon sens. Maintenant, j'adore ça. Franchement, j'adore ça. Il y a des choses énormes. J'ai appris hier que Urosawa, le dessinateur, l'auteur de Pluto, sera l'invité d'honneur de la prochaine Japan Expo. J'ai reçu le mail là-dessus. J'ai envoyé ça à la fille avec qui je bosse sur les mangas. Et je lui ai dit yes, énorme, parce que là, c'est super. Si vous avez une série de mangas enfin il y en a plein, mais celle-là, elle est vraiment formidable. Et il y en a plein qui sont formidables. Il y a du manga, j'allais dire d'auteurs. Les Ozawa sont des auteurs, les bouquins sont des auteurs, comme en France, c'est difficile. En tout cas, il y a du manga plus intimiste, il y a du manga plus personnel, plus autographié, Tsuge, des choses comme ça qui sont... Vous avez évidemment la passerelle idéale, c'est Taniguchi, parce que Taniguchi, c'est le RG japonais, peut-on dire, une ligne claire dans laquelle nous rentrons avec un bonheur indéniable et avec une thématique très japonaise de temps suspendu. Franco-belge des japonais. Voilà, c'est franco-belge des japonais. Ok. Donc, non, bien sûr, les mangas, il y a une richesse dans la production manga, mais comme il y en a une dans les comics américains, il n'y a pas, il n'y a pas que du tout venant, il y a des choses incroyables chez les Américains, même quand on fait du Batman, prenez The Dark Knight, ça vous tombe dessus, c'est vraiment énorme. Donc, encore une fois, je crois que la richesse de la bande dessinée, qui même va au-delà, l'an dernier on a découvert un titre de bande dessinée, certes, je pense que sa filiation elle était plutôt américaine, philippine. Tu l'as, je l'ai vu, Elmer. Je savais que je l'avais vu du coin de l'œil. Et donc, ça, incroyable. Ça, j'ai pris un plaisir, mais c'est plus qu'un plaisir. Voilà un bouquin énorme. Et nous sommes très heureux parce que l'ACBD, l'Association des critiques de bande dessinée, a décerné à Elmer le prix Asie ACBD. Ça a même choqué à l'intérieur de l'association de dire bah non, pour une fois un des rares moments où on peut valoriser le manga dans notre association, vous allez chercher un truc qui n'a rien de manga, évidemment. Oui, c'est vrai, mais c'est très 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 bien. Voilà. Cette année, puisque je parlais de la CBD, j'enchaîne un tout petit peu pour vous dire que nous avons également le Grand Prix de la critique chaque année, les journalistes, et ça nous permet d'ailleurs de faire même les passeurs auprès des propres journalistes qui n'ont pas tous la possibilité de recevoir les services de presse, tous la possibilité de rencontrer les auteurs ou les éditeurs quand ils sont en région, quand ils sont sur des supports qui ne sont pas peut-être aussi phares que France Info. Nous faisons en sorte de conseiller des lectures, et nous avons un vote, comme vous, libraires, pour votre prix des libraires, à plusieurs étages, je dirais comme une fusée, tout au long de l'année, qui permet de... Et cette année, personne ne peut contester que c'est une des meilleures bandes dessinées de l'année. Nous avons élu, comme vous d'ailleurs, Paulina de Bastien Vivès, meilleure bande dessinée de l'année. J'aurai le plaisir, jeudi prochain, à Angoulême, à la Cité de la bande dessinée, de remettre à Bastien Vivès son prix. Pour l'anecdote, la particularité de ce prix, c'est que nous demandons au lauréat de l'année précédente de préparer quelque chose pour le lauréat de l'année suivante. Parce que toute journée, on n'a pas d'argent. Hein. Et donc, à chaque fois, c'est magnifique. Et je sais déjà, moi, ce que David Mazzucchelli, américain, qui l'an dernier avait publié Asterios Poly chez Casterman, déjà, d'ailleurs, Casterman qui reste là, a préparé pour Bastien Vivès, et je pense que Bastien Vivès en a fait. Donc, mais ça, formidable, hein. Formidable bouquin sur la création, sur le rapport entre le maître et l'élève, et puis alors, quelle modernité du trait, excusez-moi, mais quand on me dit, voilà, c'est ce garçon-là, là aussi, ça a évolué, mais à une vitesse incroyable. Il y a une jeunesse qui est déjà dépassée, presque comme jeunesse par de nouvelles choses qui arrivent. Formidable bouquin, Paulina. Bon, dans les choses un peu trax qui montrent aussi la beauté, pas tout casser,
la richesse de la bande dessinée. Il est sous plastique, on ne va pas l'ouvrir, mais les amateurs, là aussi c'est très, très étonnant. Je ne sais pas si vous avez. C'est un néerlandais, hein, ce garçon, cet auteur, Recht Evans. Et voilà son travail en bande dessinée, avec des images et des dessins qui se superposent, des couleurs qui se superposent les unes aux autres. Et c'est un travail sur la création. C'est aussi. Et c'est magnifique. Je suis pas très convaincu par le propos de celui-ci, par rapport aux sœurs, mais c'est quand même. Regardez, quel est aujourd'hui le mode d'expression artistique où la vitalité, la richesse, les audaces stylistiques sont aussi importantes qu'en bande dessinée? Je n'en connais pas. Réellement. Avec le 3 secondes de Marc-Antoine Mathieu qui est derrière. Enfin, tous les ans, on se dit, mais c'est pas possible, quoi. Je ne peux pas dire, voilà, la chair est triste et j'ai lu tous les livres. Tous les ans, j'ai, sur les 600 bouquins, 650 bouquins que je lis, je prends au moins une centaine de fois un plaisir rare, et je n'hésite pas à dire qu'il y a une trentaine de chefs-d'œuvre. Donc, c'est la Renaissance italienne, c'est pas possible, quoi. Mais c'est vrai, profitons-en. Hein. On peut faire notre métier, quoi. Voilà. Bon, merci Jean-Christophe.